Bonjour, c'est Baptiste Chuaffé, bienvenue sur INSEP TV. Avec 49 joueuses et joueurs, le pôle basket est l'un des plus importants, le quatrième le plus important ici à l'INSEP. Un cas unique avec 4 équipes qui évoluent dans 4 championnats, ici même sur ce parquet pour les matchs à domicile. Céline Dumerc, Edwige Lawson, Tony Parker, Boris Diaw et tant d'autres sont passés par ici. Alors c'est à votre tour de découvrir le CFBB, le Centre fédéral du basketball. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur l'un des plus beaux parquets de Paris, celui de l'INSEP pour ce Team INSEP numéro 11. Au programme basketball, décryptage du CFBB, handisport, l'engagement de Philippe Croison et les dernières nouvelles de vos champions favoris. Premier invité du jour, le cadre Tahar Asser Liégeon, le joueur Ludovic Beurtz et le toujours fringant représentant de Sportcom, Enzo Pi. Bonjour messieurs. Bonjour. C'est bien, ils sont à l'unisson. Avant de commencer, une info, rassurez-vous, on va parler des filles et en plus avec les filles tout à l'heure, donc pas d'inquiétude. Évidemment, place à la question traditionnelle maintenant. Savez-vous depuis quand le basket est au programme des JO, des Jeux Olympiques? Bon, tard, je te laisse. C'est souvent le cas en fait, les joueurs disent au Si, on cadre. va téléphoner à un ami alors. Alors, c'est assez possible, on peut téléphoner à un ami. On peut téléphoner à un ami. J'ai la réponse en tableau, vous allez le découvrir. Il y a un petit piège, parce qu'en 1904, eh bien, le basket était en démonstration à Saint-Louis, sauf que ce n'était pas officiel. Officiel depuis 1936 à Berlin. Et pour les filles, il aura fallu attendre 40 ans supplémentaires, 1976 à Montréal. Alors, anecdote quand même, cette première finale olympique en 1936 s'est déroulée sur terre battue. Le jour de la finale, pluie battante, résultat de la boue, ce qui n'a pas empêché les Américains de gagner sur le score de, c'est un piège aussi, 19-8, parce que forcément dans la boue, c'est plus difficile de faire rebondir un ballon. C'est plus compliqué. Face au Canada. Remise de médaille par un certain James Naismith. Ludovic, ça te dit quelque chose, James Naismith, ou pas? Oui. C'est qui a inventé le basketball. Bonne réponse de Ludovic. On reparlera des bilans olympiques tout à l'heure, mais revenons au pôle tard. C'est une semaine très particulière cette semaine, parce que c'est celle des tests pour les nouveaux entrants, les 2000, les moins de 15 ans. Ça se passe comment? On va essayer de le voir un peu de deux côtés. Du côté joueur, c'est un aboutissement pour eux, bien souvent, puisqu'ils sont dans le cadre d'un parcours du PES et donc un investissement complet. Et puis effectivement, sortant pour la plupart des pôles espoirs dans les régions, et bien leur envie c'est effectivement de rentrer au centre fédéral et on arrive à l'étape ultime, c'est-à-dire qu'à la fin de cette semaine, c'est oui ou c'est non. Voilà. Alors pour replacer dans le contexte, 2000, Tony Parker remportait le championnat du monde, championnat d'Europe junior des moins de 18 et l'équipe de France remportait la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Sydney. Et tu n'étais pas né? Non. Hein, c'est ça. Non. Ça ne nous rajeunit pas. 4 jours particuliers d'ailleurs dont vous aurez la primeur parce qu'on a un cadreur en ce moment qui tourne ici, qui fait des images. Et on aura un joli documentaire. On en reparlera, Tahar. Merci au passage de nous ouvrir les portes. Ludovic, cette semaine particulière, est-ce que tu l'as connue, toi, en tant que joueur, il n'y a pas longtemps? Oui, donc je l'ai connu il y a 2 ans, donc avec les 98. Donc d'abord, il y avait un stage où on était environ 30 au camp national. Puis après, ils en sélectionnent de ces 30 les 20 meilleurs. Et donc les 20 meilleurs, ben, ils se retrouvent ici. Donc il y a toujours un peu de stress. Et donc là, voilà, c'est autour des plus jeunes. Donc c'est assez marrant de voir qu'ils font la même chose que nous. On s'imagine, on se rappelle de beaux souvenirs et d'autres un peu moins bons. Justement, il y a quelques minutes, tu les as joués. Ils sont comment, ces rookies 2000? Ben, physiquement, on sent qu'ils sont plus jeunes. Mais après, on sent que techniquement,
ils sont déjà pas mal. Et donc voilà, c'est toujours assez marrant. On veut leur montrer que nous on est là et donc qu'il faut mériter sa place pour venir ici. Elle se déroule bien cette année pour toi ici, meneur de la SIG et du CFBB. Il y a la filière alsacienne ici, on va faire attention à ça. Ouais, c'est ça. Oui, elle se déroule plutôt pas mal. On a eu quelques difficultés contrairement à l'année dernière où c'était un peu plus facile en phase haute. Là, on a connu beaucoup plus de défaites que l'an dernier. Donc c'est un peu plus compliqué, mais c'est comme ça qu'on forge une équipe et on veut préparer le championnat d'Europe au mieux. Donc voilà. Ouais, Tahar, Enzo, on le rappelle, Tahar, tu le sais mieux que personne, les joueurs ici jouent dans des catégories d'âge qui ne sont pas les leurs, en fait. C'est-à-dire que toi, tu joues face au U18 toute la saison. Ouais, c'est ça. Un défi quand même. Mais c'est la volonté de la fédération de nous placer dans cette situation. Et moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Et dans le sens où il y a la même chose pour nos juniors qui jouent avec des seniors. Je pense que c'est un moyen de nous garder sur terre en rassemblant quand même les meilleurs joueurs ici au centre fédéral. Si on devait jouer dans la même catégorie, ça ne voudrait rien dire. Et deuxième temps, il l'a dit, et je suis très content qu'il l'ait dit, parce que c'est vrai que ce championnat nous sert de tremplin pour... il veut forger une équipe, et l'idée, c'est de préparer quand même ce championnat d'Europe. N'oublions pas que l'an dernier, ils ont été champions d'Europe. On va avoir l'occasion d'en reparler. Puis le fait de les faire jouer dans des championnats, les juniors avec les seniors, ça leur met directement un pied dans le monde professionnel qu'ils vont peut-être vite découvrir en sortant d'ici. Exactement, mais on sait qu'on a beaucoup de difficultés avec les juniors parce que les matchs, on ne les gagne pas. Ceci étant, le niveau de jeu qui est pratiqué est quelque chose qui aide quand même les jeunes à progresser, quoi. Voilà. Ludovic, ta journée, elle s'organise comment entre entraînement et études? Bien? Oui, donc elle est vraiment assez chargée. Donc on se lève tôt le matin vers environ 7 heures. Puis après, on va déjeuner, on va à la scolarité. Après, à 10h30, on va à la salle. On fait nos entraînements jusqu'à environ 13h15. Puis après, on va retourner manger, mais pas trop de temps encore. Donc on se presse après pour aller de nouveau en cours. Et puis après les cours, il y a de nouveau l'entraînement. Et après l'entraînement, le soir, il y a l'étude. Donc c'est vrai que on enchaîne. Mais... Pas le temps de t'ennuyer. Voilà, ouais, c'est bien. On s'ennuie pas. Tahar, un cycle classique ici à l'INSEP, c'est 3 ans, à peu près entre 15 et 17, on va dire. C'est une vraie période charnière pour la vie d'un joueur. Alors, je pense que c'est vraiment la période importante, mais elle est importante à tous les niveaux. Je veux dire, elle est importante déjà par rapport à l'individu. C'est la phase de l'adolescence, quoi. Et lorsque les garçons, quand ils arrivent en cadet, ils rêvent tous de NBA. Hein. Je pense que c'est comme ça, ou de devenir un joueur. C'est un maillot des Bulls, il me semble. C'est ça, ouais. Ils rêvent de faire l'Euroleague ou de jouer en Pro A, voilà, d'être joueur professionnel. Tout ça, effectivement, ce sont des rêves, et ces rêves-là sont quand même moteurs de leur intégration. Et les 3 ans qui passent ici les permettent de se confronter à la réalité. Donc l'idée, c'est qu'au bout de ces 3 ans, la fédération les aide à trouver un chemin qui va les conduire tout doucement vers le haut niveau. Ils sont tous dans le double projet. J'imagine que c'est quelque chose que le pôle suit de près, très près aussi. À notre niveau, c'est quand même obligatoire. Je veux dire, c'est quelque chose qui est fondamental. Et moi, je reste persuadé que de toute façon, l'un va avec l'autre. Voilà, si j'ai en mémoire les gens qui sont passés ici, et d'une manière globale, statistique à l'appui bien sûr, les gens qui réussissent sont aussi des gens qui ont réussi leur bac, qui ont réussi leur examen. Bon, après, le basket de haut niveau a pris le dessus, c'est-à-dire l'entraînement quotidien dans un milieu professionnel. Et c'est vrai que continuer des études dans ce domaine, c'est un peu compliqué. Mais tant qu'ils ont été ici, ils ont été au bout, et souvent avec des résultats. Et puis ça permet un équilibre aussi. On sait que les carrières, même à cet âge-là, c'est compliqué. Si ça va un peu moins bien sportivement, on s'appuie sur le côté scolaire avec Monsieur Thomas qui t'encadre et qu'on salue d'ailleurs. Ça fait du bien de se sentir bon à l'école si le basket ça va un peu moins bien et vice-versa.
Oui, mais tout à fait. Hein. Je pense qu'ici, d'ailleurs, tu parles de la scolarité. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour eux. Et je pense que la meilleure des réponses, c'est effectivement de s'y mettre, de travailler. Et des fois, il suffit de peu de choses. Voilà, il suffit de peu de choses. Alors, quand ils sont en difficulté, on est un petit peu derrière. Hein, voilà. Et puis, on leur rappelle de temps en temps, ben voilà, comme nous, on a les notes chaque semaine. Hein, comme ça, on peut les voir et on en discute. Chaque mardi matin, on fait le point. Impeccable. Hein, comment ça se passe? Ça va? Ouais, en fait, tous les mardis matin, on a donc une feuille de notes où il y a chaque matière. Aïe, Et aïe, aïe. donc, dès qu'on a des contrôles, des notes, on doit les marquer. Bon, des fois, on n'est pas très fiers parce que bon, on n'a pas toujours des bonnes notes, donc voilà. Et donc après, on les donne au coach qui surveille. T'as une matière préférée? Moi, j'aime bien le français. Et donc voilà, je suis plutôt pas mal en français. Par contre, les matières scientifiques, c'est pas trop mon D'accord, fort. pas Donc les maths. voilà. Promis, on fera pas de calcul. La journée type du basketteur INSEPien, est-ce qu'elle a beaucoup ou peu évolué ces dernières années? Ah, ben, la journée ici, bon, on est quand même tenu à l'organisation de l'INSEP, hein, qui, à mon avis, est à l'heure d'aujourd'hui bonne et nous donne des résultats. On est champion d'Europe, hein, quand même l'an dernier, et on a fait plusieurs finales avec les cadets, les juniors aussi. Bon, ce que je veux dire, c'est que, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, ils sont un peu stressés par le temps, mais l'organisation, elle existe. Alors peut-être qu'il y a des améliorations à apporter, mais je pense que compte tenu de l'ensemble des sports, c'est pas toujours simple de trouver, je veux dire, quelque chose qui corresponde à tout le monde. Hein, c'est un peu compliqué. Mais bon, nous, avec la scolarité, en particulier avec Monsieur Thomas, Xavier Dallet, on arrive à trouver des solutions quand on a vraiment des besoins. Par exemple, pour le travail individualisé. Voilà, des fois, il y a des garçons qui sortent de cours exceptionnellement pour aller faire un travail de basket. Voilà, on s'entend là-dessus. D'accord. Ludovic, est-ce que tu as un joueur de basket modèle, une idole? Je sais pas, je te vois avec un maillot des Bulls. Je pense par exemple à un meneur des Bulls, Derrick Rose. J'ai un maillot des Bulls, mais c'est pas lui. J'ai un idole, c'est Stephen Curry. D'accord. Donc, le meneur des Golden State Warriors. Parce que je trouve que c'est un art de le voir jouer. Quand tu le vois jouer, il s'amuse et tu as l'impression que tout est facile. Et il est vraiment très très fort. Et c'est vrai que je regarde beaucoup de vidéos de lui. Des fois, j'essaie de faire la même chose, même si c'est beaucoup plus facile à regarder qu'à faire. Ton ambition, c'est évidemment de devenir pro. Oui, mon ambition depuis assez longtemps, c'est de devenir pro. Et donc, on travaille ici pour ça aussi. Donc, on est venu là pour être pro, donc se donner les moyens tous les jours d'avoir la possibilité d'être pro, parce qu'on sait que c'est pas facile. C'est pas de devenir coach, parce que tu as posté il y a quelques années quelques tutos sur Dailymotion. C'était quoi l'idée? Qui est à l'origine de cette idée d'ailleurs? Sur Dailymotion, Oui. en fait, c'était un concours qui s'appelait Basket, donc pour rencontrer Tony Parker. Et donc il fallait poster des vidéos. Et celui qui avait le plus de vues, il avait la chance de rencontrer Tony Parker. Donc avec mon frère, on s'y est mis. Il m'a filmé, moi j'ai dribblé, j'ai fait quelques shoots, j'ai fait les défis que Tony Parker avait fait. Et donc après, j'ai pu aller à Paris et donc faire un 3 contre 3 avec lui et ses frères. Donc tu avais déjà gagné, quoi. Là, oui, j'avais gagné. Donc ce tu concours. faisais déjà du haut niveau. Et en plus, c'est toujours visible sur Dailymotion. Si vous voulez voir les tutos de Ludo, n'hésitez pas. Tar, question abrupte. Sur une génération de 12 joueurs, combien peuvent vraiment espérer avoir une carrière pro? Ou combien ont une carrière pro? Bon, disons que ce chiffre-là est difficilement quantifiable d'une manière statistique et par génération. Nous, ce qui nous importe, c'est essentiellement les jeunes qui rentrent au centre fédéral et qui aboutissent à l'équipe de France A. Parce qu'ici, c'est l'essence de notre travail. Donc, tous les joueurs qui rentrent ici ne finissent pas joueurs professionnels. Hein. On
va dire qu'il y a quand même une bonne partie d'entre eux. Si j'ose un chiffre, je dirais 50%, quoi, voilà. Mais il y a des jeunes qui comprennent que c'est ce que j'appelle le principe du réalisme, quoi. Ils essayent de rentrer après être sortis du centre fédéral après les 3 ans. Ils partent dans le milieu pro. Ça se passe bien. Ils sont intégrés au pro, ils jouent en pro A et hop, ça y est, c'est parti. Et puis il y en a d'autres, et en particulier nous d'Alsace, on en a un qui est passé ici et qui est passé ensuite dans un club professionnel, un centre de formation, et qui a choisi d'arrêter ses études. Aujourd'hui, il est chirurgien dentiste. Vous voyez, donc ce que je veux dire, c'est important après les 3 ans ici, d'avoir ces 2-3 années où on va faire un choix. Voilà. Alors, mais quand même, j'insiste à dire que l'essentiel, c'est France A. Et là, en gros, c'est 1, 2, et s'il y en a 3, c'est beaucoup par génération. Alors, il y en a pour qui ça se passe très très bien. J'imagine que vous avez déjà vu ces images, mais on ne résiste pas au plaisir de vous les remontrer. Ces images, elles sont là. Ce sont les images de Tony Parker et Boris Diaw, ici même. En 1998, ils avaient ton âge. Ils étaient en train d'aller sur leurs 16 ans. Voilà, ils ont quasiment pas changé. Hein, à peine. Voilà ces petites images. Tahar, est-ce qu'il y a déjà un peu, beaucoup, trop de pression sur des jeunes qui ont 15 ans ou à peine? On a croisé pas mal de scouts déjà à l'INSEP, en tout cas de temps en temps. Bon, de dire qu'il y a de plus en plus de pression sur eux, aujourd'hui, c'est comme toute chose qui génère de l'argent, de toute façon, vous aurez des gens qui vont venir. Voilà. Donc à partir du moment où des joueurs ont généré de l'argent, que le basket génère de l'argent, bah forcément, vous aurez des gens autour d'eux. Moi, j'inverserais le problème en disant, de toute façon, comme il y aura de la pression de la part de choses extérieures, c'est surtout à eux, aux joueurs, à la famille, à l'encadrement, d'être attentifs et de prévenir de ça. Oui, c'est aussi le rôle de l'INSEP que de les accompagner dans ce cadre. Tout à fait. Bon, ça, on va parler maintenant des objectifs collectifs. Vous avez commencé un peu à l'évoquer, les garçons. C'est pas toujours simple de jouer dans des championnats face à des adultes, hein, parfois, en tout cas pas toujours. Mais l'idée, c'est de préparer les rendez-vous internationaux. Alors, il y en a 2. Sauf erreur cet été, l'Euro U16 garçons, c'est en Lituanie, et l'Euro U18 garçons en Grèce, c'est ça. Hein. Pour rappel, Tahar, tu as commencé à l'évoquer, les INSEPiens, en tout cas l'équipe de France, parce qu'il n'y avait pas que des INSEPiens, l'équipe de France est championne d'Europe en titre, U16, avec un Kylian Tilly MVP et un Baptiste Chouafé excellent, entre autres. Donc l'idée, c'est de refaire la même cet été ? On se retrouve dans la configuration, ce qui est intéressant, c'est que les 88 deviennent champions d'Europe et il faut savoir que la génération qui rentre au centre fédéral pour la première fois, non, les 88 Batou, mais voilà, ils deviennent champions d'Europe. C'est le premier titre des cadets. Et derrière, pour la première fois, on fait rentrer à l'INSEP, c'est-à-dire au centre fédéral, la génération 89, Antoine Dio, Edwin Jackson. Donc on les fait rentrer et ils rentrent, mais je vous assure, c'était au 1er septembre. Au 1er septembre, déjà, ils pensaient au titre de champion d'Europe. C'était fabuleux. Alors donc forcément, je crois que l'an dernier, une génération qui devient champion d'Europe, je pense que la génération suivante veut faire aussi bien. Ils en parlent entre eux et j'en suis persuadé. Mais tant mieux. Voilà. Alors, autre rendez-vous très important, mais cette fois pour les grands, en 2015, c'est l'Euro qui va se dérouler en partie en France, notamment les phases finales à Lille. Désolé les gars, hein, c'est pas en Alsace, on peut pas tout avoir en Alsace. À ce propos d'ailleurs, les places pour les demi-finales et les finales sont désormais à vendre sur le site. Vous allez sur ffbb.com, vous avez vos places ou pas? Non, parce que j'en ai une là, éventuellement, donc voilà. Hein, si vous avez besoin d'une place, On les prend, hein. vous la prenez. Alors on s'entraîne ou on les prend? Parce qu'il y a entraînement pendant ce temps-là. Ah d'accord. On va y aller. Hein. Ouais, je crois qu'on va y aller. Ouais. Sérieusement, la seule mission possible pour les Bleus, c'est de gagner, hein, cet été. Enfin, ouais, c'est cet été, à la rentrée.
Oui, je crois que c'est l'envie de tout le monde, hein. Je veux dire, tous ceux qui sont proches de l'équipe. Et nous, ici, au Centre fédéral, on est vraiment les premiers supporters de ce groupe et de cette équipe de France. Car n'oublions pas que l'équipe de France, ça, c'est quand même vraiment notre porte-drapeau, nous, basket, quoi. Voilà. Quelques mots sur les JO, même si pour toi Rio c'est trop près, hein, ça va arriver trop vite. Rappel historique, un petit tableau pour vous montrer que sur 17 tournois masculins, eh bien 14 titres, 14 médailles d'or pour les États-Unis pour de nombreuses raisons. Tahar, Ludovic, les États-Unis, ça reste la nation de référence en basket. Oui, il y a le meilleur championnat là-bas, donc la NBA. Et même si des fois les Espagnols arrivent à les titiller, on dit souvent qu'ils sont favoris. Et même quand il y a les stars absentes, il y a la troisième, la quatrième équipe. Ils sont quand même souvent meilleurs que les premières équipes espagnoles ou françaises quand elles se rencontrent. Donc ils ont vraiment beaucoup de joueurs qui sont énormes et donc ils sont favoris à chaque fois. Donc, voilà. Par définition, c'est dans leur ADN. 2 médailles pour l'équipe de France quand même, 2 médailles d'argent, 1948 à Londres et 2000 à Sydney. La prochaine, c'est pour Rio, Tahar? Moi, je l'espère. J'espère d'abord pour nous, fédération, mais aussi pour le groupe qui travaille depuis des années. Et je pense que ça serait, pour certains qui arrivent un petit peu en fin de cursus, ça serait vraiment un très beau happy end, comme on dit, quoi. Voilà. Et puis, ça relancerait les générations qui sont derrière, quoi. Oui, parce que la génération Tipeee, Boris, ils ont 32 ans, là, on en parlait tout à l'heure. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Mais non, d'abord vous remercier de nous avoir invités, parce que c'est vrai que nous on est tout le temps là, ben voilà, et moi je suis heureux aussi qu'on ait invité des joueurs, parce que c'est très sympa. Sur parquet à domicile. Voilà, et dire que c'est un régal d'être là avec eux tout au long de la semaine, tout au long de l'année, avec parfois des difficultés, hein, Ouais, des fois ouais. c'est un peu chaud, Ouais. et puis d'autres moments on a des moments vraiment chouettes, quoi. Eh ben, un très grand merci, en tout cas, Tahar, Ludovic, d'être passé par le plateau d'INSEP TV. Et puis, on vous souhaite les meilleures des réussites pour la fin de saison et pour les nombreux rendez-vous de cet été. Dans un instant, place aux filles. Pour nous, Enzo, il est temps de regarder notre petit décompte JO. Nous sommes à Rio J-485, soit environ 1 an et 4 mois encore à patienter. Comme promis, place maintenant aux filles. À nos côtés, la coach Cathy Melin et la joueuse Amandine Toi. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Alors Cathy, avant d'être cadre ici, avant de gagner 2 titres de championne d'Europe avec l'équipe de France, tu as été jeune joueuse ici même, insepienne au début des années 90. Est-ce qu'en 20 ans, un peu plus, tout a vraiment beaucoup changé ou pas tant que ça? Si, ça a quand même pas mal évolué. Déjà, les structures en elles-mêmes. Parce que La salle n'était pas celle-là. ici. Le bâtiment de logement ou la restauration, c'était pas au même endroit. Non. Donc moi, j'ai vécu dans le bâtiment U. Le célèbre le bâtiment U mythique, que les plus anciens ont connu, qui a disparu. J'ai pas fait qui- exprès de faire voilà, des... qui n'est plus là. Donc déjà ça. Et ensuite, le centre fédéral en lui-même a beaucoup grandi. Oui, le pôle et son organisation, Le ça a pôle et beaucoup son changé. organisation a grandi, c'est-à-dire que maintenant il y a 25 joueurs et joueuses, donc 50 athlètes. Les staffs se sont renforcés, donc c'est une dimension un petit peu au-dessus de ce que j'ai pu vivre. Et maintenant, il y a encore plus, j'imagine, d'installations dédiées, parce qu'on parle des terrains. Donc, il y a ce parquet, il y a un autre terrain juste à côté, il y a une salle de musculation, enfin, il y a des espaces réservés 100% basket. Oui, réservé 100% basket, parce que nous, la salle de musculation, c'était un pauvre placard avec une barre et quelques... Donc, ça a bien changé. Voilà, on n'avait pas de vestiaire dédié, donc ce sont des petites choses, mais les unes associées aux autres, ça fait qu'il y a un confort maintenant que nous, on n'avait pas
à notre époque. Donc tu considères que ce matériel pour des générations de 25 joueuses, hein, parce que c'est le cas, c'est confortable en fait. C'est confortable et c'est nécessaire. C'est-à-dire que le sport mondial a évolué et nous, il faut aussi qu'on soit au même niveau si on veut continuer à concurrencer nos adversaires. Et ça passe par aussi cette qualité d'entraînement et de mise à disposition des athlètes. Amandine, bientôt 17 ans. L'été dernier, sur l'Euro U16, l'équipe de France, avec toi, vous terminez 4e, battu par les Tchèques en demi-finale, battu par l'Espagne pour la médaille de bronze, c'est ça. Heureuse ou déçue? Très déçue, parce qu'à la base, on comptait faire beaucoup mieux. On visait vraiment le podium. Donc, on finit sur 2 défaites, donc c'est pas très positif pour nous, mais on s'attendait à beaucoup mieux. Donc, c'est vraiment une décision. Enfin, une déception. Donc encore plus motivé pour l'été qui arrive. C'est ça. D'accord. Ça fait 2 ans que tu es à l'INSEP. Ça se passe bien. Tu grandis, tu t'épanouis ici à l'INSEP. Oui, ça se passe super bien. Ici, tout est fait pour qu'on soit à l'aise. Donc, tout va bien, tout se passe bien. Et le combo études-entraînement, ça se passe bien aussi? C'est un peu compliqué parce que on veut se consacrer totalement au basket et on pense moins aux études, mais si on veut vraiment, ça va. Est-ce que ça fait déjà 2 ans, comme Patrice l'a dit, est-ce que tu sais déjà, quand tu vas partir d'ici, les choses qui vont te manquer? L'entente, l'internat, les cours? Je suppose pas, mais je te le dis quand même. Surtout le basket, je pense. L'infrastructure, comment on était avec les coachs, voir les mêmes personnes. Donc je pense que c'est ça qui va manquer, et même l'internat aussi. Les amis, les gens de là-bas, je pense que c'est ça qui va me manquer. Est-ce que tu as aujourd'hui une joueuse de référence à qui tu voudrais ressembler ou qui t'inspire? C'est pas forcément mon poste de jeu, Ouais. mais Oui, parce qu'on ne l'a pas précisé, tu es plutôt une arrière. Hein. Oui, c'est une meneuse de jeu, Céline Dumerc. Du fait de ses attitudes, comment elle est sur le terrain. Qui est passée par ici. Oui, sa précision dans le jeu. J'aimerais lui ressembler pour ça. C'est pas mal comme modèle, Cathy. Oui, il y a pire. Hein? Il y a pire. On peut dire ça. Ton ambition, c'est évidemment donc de devenir pro Oui, et de jouer en équipe de France, senior, je veux dire. Senior, c'est ça. Cathy, la joueuse aujourd'hui, est-ce qu'elle est très très différente? Une entrante, par exemple, très différente de celle que tu étais, toi, il y a quelques années? Est-ce que les profils ont évolué? C'est compliqué de le dire sur certains aspects, c'est-à-dire que je ne me rends pas compte si en termes de détermination, de précision dans nos projets, le niveau technique, ça, j'arrive pas à me... Je dois perdre la mémoire, mais j'arrive pas à me... 1992, je te rafraîchis la mémoire. Ouais, tu étais là en 1992. C'est très loin ces années-là. Donc j'arrive pas à me replacer sur ça. Par contre, ce qu'on peut analyser du basket, c'est que le niveau physique est largement au-dessus que moi, mes débuts. Et physiquement aussi dans les tailles de joueuses. C'est-à-dire que nous, je me rappelle, pour trouver une joueuse intérieure qui dépassait les 90, aller chercher très longtemps. Et une joueuse d'un 90 qui traverse le terrain rapidement, n'existait pas. Ouais. J'exagère un peu le trait, mais tu forces le trait. Oui, voilà. Mais c'était quand même un petit peu ça. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a le sentiment que ça se passe quasiment sur tous les postes. C'est-à-dire que maintenant, tous les postes ont grandi. Voilà, tous les postes ont grandi et on trouve des grandes qui sont rapides, qui sont mobiles, qui n'ont aucun problème de coordination. Moi, quand j'ai vu les nouvelles générations arriver, je me suis dit, bon, il est temps que j'arrête. Parce que physiquement, je n'allais pas suivre. C'est que je ne voyais plus d'avantage. J'ai dit, bon, là, c'est bon. Si j'avais une hésitation, c'est bon, là, je rentre. Question pour vous deux, ou même pour vous trois d'ailleurs. Est-ce que c'est important pour le pôle d'avoir cette parité filles-garçons, ou est-ce qu'on pourrait l'imaginer 100% filles, comme ça peut être le cas ici avec le football par exemple? Je vais répondre. Dans le tennis, c'est vraiment différent. C'est-à-dire que beaucoup considéraient que les filles n'étaient pas faites pour s'entraîner ensemble, et les garçons, oui. Et donc ça a un petit peu évolué. Il y a eu des créations de Pôle France avec des filles et des garçons. Puis
que des garçons puis que des filles. Donc là, à l'INSEP, aujourd'hui, il y a plus Les ou moins deux. la parité. Mais ouais, moi, je trouve que c'est quelque chose de bien de voir évoluer, en tout cas, Non, les puis deux mondes. j'imagine entre coachs, il doit y avoir des échanges entre staff masculin, staff féminin, etc. Oui, oui, non, il y a beaucoup d'échanges. Moi, j'arrive pas à l'imaginer autrement que comme ça, en fait. Je pense qu'il y aurait un manque et limite, ça nous laisserait dans une forme de consanguinité qui ne nous ferait pas avancer. Presque de solitude. La semaine dernière, donc on en parlait, c'était les tests pour les nouvelles entrantes, hein, les 2000. On a assisté à des épreuves assez étranges. On a vu des filles ramper dans du sable avec des medicine balls. Vous pouvez nous expliquer un peu le but ? Le but, il y en a plusieurs, c'est pour voir si déjà physiquement elles peuvent répondre à des exigences sur lesquelles on s'est nous un peu fixé, on a un peu estimé. Oui, c'est-à-dire que vous avez, vous les coachs, des marqueurs Voilà, par rapport à des situations. par rapport à des situations. Et ensuite, on a multiplié les efforts pour voir leur capacité à ne rien lâcher. Amandine, tu es venue avec tes copines voir les rookies ramper dans le sable. Oui, nous, c'était pas du tout comme ça. D'accord, parce que c'était il y a 2 ans en fait. Il y a 2 ans. C'est il n'y a pas longtemps. On n'a pas eu toutes ces charges d'entraînement, c'est-à-dire physiquement. On a fait des tests physiques, mais c'était pas aussi intensif qu'elles. Donc de les voir comme ça, je pense qu'on n'aurait pas aimé être à leur place, je pense. Bon, j'ai la réponse à la question. Non, mais après, c'est particulier parce qu'il faut ramper dans le sable. Bon, nous, on est un sport d'intérieur. Oui, c'était dehors, oui. Voilà, c'est un sport d'intérieur où le terrain il est propre, on a des chaussures propres, nos maillots sont propres, et là on les met dans du sable. Et déjà c'est pour certaines en tout cas une épreuve. Alors on va changer d'univers, on va sortir du sable, on va prendre la direction de Londres, première médaille olympique, l'argent olympique pour une équipe féminine, équipe de France féminine. Un grand moment de sport et un moment utile aussi pour la place du basket féminin dans l'Hexagone, non ? Oui, ça a eu un effet très important parce que c'est les Jeux Olympiques. Pour moi, ce n'est que mon avis, ça ne fait que renforcer le niveau de l'équipe de France féminine depuis ces dernières années. Parce qu'il ne faut pas négliger le fait que les années qui ont précédé les Jeux Olympiques, il y a eu une médaille de bronze. Tout à fait. D'ailleurs, on précise quand même, c'est important, que ce surnom des braqueuses, ça date pas du tout de Londres. Non, c'était bien avant. Avant. Ça date de 2009. C'est ça. Ça a commencé en 2009. Tu es bien placé pour en parler. 2009. Dernier titre de Cathy Melin, dernier titre européen de Cathy Melin. Ouais, dernier match aussi. Mais donc effectivement, c'est sortir de l'ombre à Londres. Et bon, juste montrer aussi que cette équipe de France marche bien. Et donc ça a ce côté positif. Même si ça marchait bien, il faut quand même le faire. Et c'est là où cette équipe a été vraiment exceptionnelle. Oui. Pendant toute la compétition, ça a été merveilleux. Avec Amandine, tu parlais de Céline Dumerc qui nous a collé des petits 3 points juste quand il fallait, impeccable. Céline Dumerc d'ailleurs qui dans la foulée avait été élue, tu t'en rappelles Cathy, sportif, je le dis au masculin exprès, sportif de l'année. Parce que c'était un vote entre les garçons et les filles avec France Info, ce qui illustrait un petit peu le nouveau rayonnement du basket féminin en France. Oui, l'avantage qu'on avait à ne pas être très médiatique, c'est qu'on a un monde simple. Et je pense que c'est ça qui a plu au public, c'est que Céline Caps a cette simplicité et les gens ont adoré ça. Elle a eu une production qui était exceptionnelle, des performances qui ont été exceptionnelles, avec cette simplicité, cette fraîcheur. Et le public l'a adoré pour ça. Après, effectivement, il y avait elle, mais il y avait d'autres choses derrière qu'il faut féliciter. On va revenir sur ce parquet. Là, les saisons de Ligue 2 et de National 1 sont parfois un petit peu longues, un peu difficiles. Il n'y a pas beaucoup de victoires, pour pas dire pour certaines, pas du tout. Il n'y a pas de moment de découragement, à la fois pour les joueuses et pour les coachs. Les saisons ne sont pas un petit peu longues. Pour nous, elles sont très longues parce que c'est super frustrant de voir que, surtout que cette année, on accroche beaucoup les matchs comparé aux années précédentes. Donc là,
c'est vraiment frustrant à chaque fois de perdre. Et Oui, parce que vous n'êtes jamais loin, mais vous n'êtes jamais assez près. assez en près, fait. c'est ça. Donc c'est super compliqué. Mais au final, on se dit que si on arrive à avoir ce niveau-là maintenant, bah, ce sera que bénéfique l'été. Donc ça va encore. Oui, parce que l'objectif, ça reste les équipes de France l'été avec de beaux rendez-vous. Il y en a 2 cet été, l'Euro U16 des filles donc au Portugal et l'Euro U18 en Slovénie. Objectif, Bah, moi, ce serait d'y participer. premier objectif, Voilà. Et de faire une médaille. d'accord. Ça fait partie des plans. Oui, moi je suis toujours un peu en retrait par rapport à ça. Il y a une qualification pour le championnat du monde du 17 pour les U16 cette année. Ça avait été un peu compliqué l'été dernier. L'été dernier, oui, les U17, Huitième. oui, qu'on finit 8e. Ouais. Les garçons comme les filles d'ailleurs. Ouais. Maintenant, donc moi, l'objectif premier, ça reste celui-là parce que je pense que la France se doit de participer aux compétitions mondiales et de s'y qualifier dès que possible. Une question, Enzo? Non, mais c'est vrai que totalement raison. La France, c'est un pays qui rayonne dans le monde du sport et avec le basket depuis ces dernières années encore plus. Donc, bien sûr que même chez les jeunes, on dit les jeunes, mais ça commence à plus trop être des jeunes à cet âge-là, se doit d'être présent dans les compétitions mondiales. J'étais juste d'accord. Oui. Mais après, par rapport à ça, je pense que pour pouvoir espérer, et la médaille de Londres, pour moi, est un bon exemple, pour pouvoir espérer faire des belles choses à un niveau mondial, il faut avoir l'habitude de jouer au niveau mondial. Parce Donc, l'importance de d'où participer à toutes ces l'importance, compétitions. dès le plus jeune âge, de participer à ces compétitions, à chaque fois que c'est possible, au niveau senior, à chaque fois que c'est possible, y être pour un jour, on n'est pas les États-Unis, mais pour un jour avoir quelques médailles. Être dans le tempo. J'ai une petite question piège pour vous pour finir. Non, rassure-toi, Amandine, elle n'est pas méchante. Vous voyez qui championne de France cette année? Bourges, Villeneuve d'Ascq, Montpellier, une autre équipe? Amandine, tu dois répondre. Moi, je verrais bien Bourges. Montpellier derrière, mais Bourges. Non, mais ça, c'est une question piège pour moi. C'est une question que je n'ai pas le droit de poser à Cathy Molin. C'est ça, faut pas la poser. Déjà que je dois rester neutre maintenant. D'accord. Non, mais là, voilà. pour le coup, tu peux. Tu es en bleu, blanc, rouge, donc tu n'es pas en orange. Ouais, mais je suis tango. forcément influencé par mes années passées à Bourges. Oui, on est d'accord. Tu voulais donner un... Non, mais je pensais qu'elle allait dire Bourges, donc c'est bon. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, les filles. Merci. Bon travail, bon match ce week-end. Et puis, vous jouez ce week-end? Oui. Ouais, bon match ce week-end. Et puis, bonne chance pour la suite et pour cet été. Enzo, maintenant, on va parler de l'engagement d'un homme hors du commun. Cet homme, c'est Philippe Croison. Vous avez certainement entendu parler de lui alors qu'il est amputé de ses 4 membres. Philippe a traversé la Manche à la nage. Il a changé le regard que nous, valides, nous portons parfois sur le handicap et il souhaitait poursuivre ce travail, raison pour laquelle il est venu à l'INSEP tourner une web-série intitulée « Vie mon sport ». Objectif, faire évoluer les mentalités, permettre à des jeunes de rencontrer des athlètes handicapés de différentes disciplines, le judo, l'athlétisme avec Timothée Adolphe, le tennis et enfin Théo Curin, jeune nageur de 14 ans, pour finalement ne voir plus que le sport et pas le handicap, mais c'est encore l'intéressé qui en parle le mieux. Écoutez-le. Mon engagement, c'est de faire évoluer le regard sur le handicap et également sur le handisport. Parce que avant de parler de handisport, on va parler d'athlètes. Ils sont vraiment des athlètes de haut niveau. Là, Vie mon sport, le programme court qu'on est en train de tourner ici à l'INSEP, en plus dans un cadre merveilleux, franchement extraordinaire. Merci à l'INSEP de nous recevoir ici, d'aller à la rencontre de ces athlètes handisport avec des jeunes ou moins jeunes, pour qu'ils découvrent ce sport et qu'ils comprennent qu'on parle vraiment d'athlètes de haut niveau. Voilà, c'est ça mon objectif, c'est mon engagement. Mon engagement le plus profond aujourd'hui, c'est de faire évoluer les mentalités, faire évoluer le regard du handicap auprès des gens qui ne se sentent pas concernés forcément et qui ont toujours dans la tête handicapé égale pas performant, handicapé égale est-ce qu'ils peuvent être s'intégrer dans la vie sociale et professionnelle, est-ce qu'ils peuvent être à côté de nous. Vous voyez, tous ces gens-là qui pensent à ça. Alors que, avant d'être une personne handicapée, je m'appelle Philippe, il s'appelle Théo, elle s'appelle Martine, Christine, et accessoirement, après, ce sont les personnes handicapées. Et quand on parle d'athlètes de haut niveau, quand on parle de handisport, ce sont d'abord des athlètes de haut niveau, et accessoirement, effectivement, oui,
ce sont des personnes en situation de handicap. Mais jamais l'inverse. Quand tu parles à un athlète en e-sport, il va dire je suis un athlète. Je m'entraîne comme un fou tous les jours. Et je m'entraîne pendant 4 ans pour avoir la médaille d'or aux Jeux paralympiques. Et c'est ça que j'ai envie de montrer. Et de montrer d'un côté positif. Et le plus riche, c'est de venir avec des jeunes qui viennent à la rencontre de l'athlète et que l'athlète leur explique son sport. Juste leur explique son sport. C'est tout. Vie Mon Sport, une web série que vous pourrez découvrir sur l'équipe.fr au sujet de Théo Curin, le jeune nageur de 14 ans. Vous aurez la chance aussi de le découvrir dans le prochain numéro de Travelling Sport consacré à Michael Jérémiaz. À propos de Travelling Sport, il y a un numéro qui est à découvrir en ce moment sur INSEP TV avec Thomas Bouel. C'est le dernier travelling en date. C'est toujours impressionnant. Je sais que tu as croisé pas mal de fois Jérémiaz, Michael Jérémiaz, qui est un tennis handisport, de voir qu'au bout d'un moment, on oublie complètement le handicap en fait. Oui, bien sûr. Je crois que tout bon sportif ou tout homme, à la limite, j'aimerais bien dire, doit enlever le handicap, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans le sport. Et c'est vrai que le sport efface beaucoup de choses. Il efface les handicaps, il efface les religions et on se retrouve voilà, autour d'une balle, d'un ballon et on échange à partir de ça. Mika Jérémiaz, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime et c'est vrai quand on voit ça, il s'entraîne comme nous ou comme je pouvais m'entraîner. Donc c'est Message d'espoir du jeune Enzo Pi, c'est frais, c'est bien. Quelques résultats maintenant de nos INSEPiens favoris, on va terminer avec ça et on va commencer par l'athlétisme. Triplé historique tricolore au championnat d'Europe indoor sur 60 avec 2 INSEPiens, l'or pour Pascal Martino-Lagarde et le bronze pour Willem Bellossian. Tennis de table. Maintenant, il y avait les sélections pour les championnats du monde et Yi Fang et Abdelkader Salifou viennent de gagner leur place. Ils rejoignent Carole Grundisch et Simon Gauzy. Affaire à suivre donc. Oui, bien sûr. Ils ont gagné leur place. La Fédération française de tennis de table a organisé un tournoi il y a une dizaine de jours ici même. Et, là, justement, où le basket avant avait voilà, exactement. Marie-Thérèse Ekiem, la salle. Bravo Patrice. Enzo. Et donc, voilà, Abdelkader qui s'en est sorti. Une compétition un peu compliquée parce qu'il avait perdu ses premiers matchs. Donc, il n'avait plus le droit à l'erreur. Il s'est qualifié. Il s'est envolé d'ailleurs pas plus tard que hier après-midi pour l'Espagne où ils ont un Pro Tour avec d'autres Français. Merci beaucoup Enzo de m'avoir accompagné. Merci à toi. Pour plus d'infos, toujours insep.fr et puis le compte Twitter @insep_Paris. Ce Team INSEP numéro 11 est maintenant terminé. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à le préparer. Rendez-vous sur INSEP TV tous les jours et dans 2 semaines pour un prochain Team INSEP. En attendant, bon entraînement. Salut Enzo. Salut à tous. Salut.